Mesdames et Messieurs, merci, chers organisateurs. C'est un honneur de participer à une conférence très importante maintenant, une situation très hostile, très turbulente en Europe, dans le global setting. And therefore, I will turn to Et donc, je vais basculer vers le français. Et je veux dire d'accord que je suis d'accord avec ce qu'a dit Victoria. Donc, pour toutes les sociétés, le système éducatif est seulement une composante de le grand système. Et maintenant, mon collègue en Autriche made me to focus on one thing. She was talking about the support system. Donc, à parler du système de soutien, donc moi, je suis en mesure de parler de ce système, en fait. Donc, je suis leader à l'Agence nationale pour donc un soutien pédagogique spécial pour les municipalités, donc et à des écoles indépendantes en Suède. Et je dirais. Bon, il faudrait placer donc de l'emplacement vers l'inclusion, donc et aussi développer des systèmes. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel selon EINSCO ainsi que d'autres. Mais c'est très difficile à dire, très facile à dire, mais difficile à faire. Donc, il faudrait aller donc de déplacement et s'éloigner de l'accusation, parce que lorsqu'on est frustré, donc c'est très facile d'accuser un autre. On peut dire que c'est un mauvais système. Les enfants sont mauvais, le système éducatif est mauvais. Donc, il faudrait que nous soyons beaucoup plus courageux et je vais focaliser sur ces arguments. Donc, je vais sauter les images et je viens tout de suite à la Suède. En Suède, nous avons donc cette idée depuis 1967, c'est-à-dire une école pour tous. Mais voilà, cela concerne, il y a beaucoup d'étapes différentes. Nous avons commencé avec l'école pour tous, mais nous avons déjà eu beaucoup de types de soutien pour ceux qui avaient des déficiences en matière de comportement. Ce système existe depuis bien longtemps. Et ensuite, nous sommes allés vers l'intégration en général, et cela concernait des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Ensuite, nous avons essayé d'intégrer physiquement les enfants qui avaient une déficience intellectuelle. Ensuite, comme a dit Victoria, nous avons utilisé le terme inclusion. Donc, c'était l'idée d'avoir un placement. Donc, placer les enfants dans une classe pour dire qu'ils étaient inclus dans cette classe. Mais nous n'avons pas changé le système, comme vous l'avez dit. Donc, maintenant, le défi, c'est donc l'inclusion et la question d'un système de qualité. Donc, et il faudrait vraiment bâtir des capacités. Donc, ma première expérience en ce qui concerne cette agence, c'était en 2003. Donc, il s'agissait de municipalités de taille moyenne. Et ils nous ont dit, bon, on veut avoir des conseils, on veut inclure tous les élèves. Et on leur a dit, bon, est-ce que vous voulez inclure tout le monde? Ils ont dit oui. Et j'ai dit, c'est pas vrai. Ils ont dit, ben, il faudrait que vous enquêtiez là-dessus. Donc, cette municipalité a mené une enquête. Ils ont trouvé donc 17 expériences différentes, 17 perspectives différentes. Et c'était très bien pour eux parce qu'il fallait qu'ils changent leur méthode de travail. Donc, voilà. Donc, la réalité doit être bien investiguée avant de commencer à le changer. Le système suédois donc est un système assez complexe. Nous avons donc la législation qui est fixée par le gouvernement avec des objectifs, les standards. Nous avons 3 agences. Donc, le dernier agence, c'est moi, donc l'agence qui fournit le soutien. Donc, les municipalités sont essentiels parce qu'ils financent les écoles, ils fournissent aussi la gouvernance aussi, et ils gèrent des écoles et ils donc dispensent l'éducation quotidienne. Donc, ils sont payés avec les finances publiques.
Donc, les directeurs et les professionnels donc, sont responsables pour les écoles et les parents peuvent faire leur choix entre les différentes écoles. Donc, nous avons donc une vision très diversifiée de ce qui se passe en Suède. Ce n'est pas comme aux États-Unis. La Suède, c'est un tout petit pays. Ce n'est pas comme peut-être de la taille de Caroline du Nord, mais c'est difficile de capturer cette diversité donc, entre les différentes municipalités. Donc, ça, c'est un défi pour nous. Un problème, ce sont des statistiques. Donc, voilà les statistiques en Suède. Donc, en Malte, par exemple, ils ont une inclusion à 100%, mais en Suède, cette inclusion est très faible. Donc, vous voyez qu'il y a très peu d'inclusion en Suède, mais ça dépend de ce que nous voulons dire par 100%. Il faudrait mieux compter, il faudrait mieux définir, sinon nous ne pouvons pas aider les pratiques. Alors, vous voyez, en Suède, nous n'avons pas simplement 13 000 enfants avec une déficience intellectuelle. Nous avons environ 133 000 enfants de ce genre qui sont soutenus par des programmes. Et si c'était le cas, donc notre graphique serait ainsi. Donc, il faudrait bien faire les comptes. Mais je veux focaliser sur autre chose. Il faudrait décider comment comprendre le challenge, le défi. Donc, ce n'est pas assez d'avoir des statistiques vagues, des chiffres vagues. Donc, voilà le conflit fondamental qui existe en Suède. Nous avons donc plus de diversité dans notre société. Nous avons des personnes qui viennent de toute une foule de pays différents, de cultures différentes. Mais il faudrait détecter beaucoup plus précocement les déficiences à travers les diagnostics. Nous sommes de plus en plus frustrés par cette situation. Nous voyons ces différences. Les documents de base nous disent, bon, vous devrez vraiment inclure tous les enfants dans votre système, dans le système scolaire normal. Troisième facteur, ce sont des traditions. Donc, en ce qui concerne les structures, les mentalités et actions. Et donc, ces traditions donc, ne peuvent pas répondre à la diversité. Donc, nous avons donc beaucoup de défis. Mais en dessous de cela, j'ai écrit Mind the Gap, donc en 2015. Donc, en école secondaire, il y avait... Excusez-moi, en 2050, c'est 8% qui fréquentaient une école secondaire. En 2015, c'est 80%. Donc, est-ce que notre système s'est adapté donc à la situation actuelle? La réponse est non. Non. Donc, inspection scolaire a conclu que 2/3 des écoles inspectées ont des déficiences. C'est difficile, donc, ils n'ont pas la capacité de comprendre les différences entre les élèves. Ils n'ont pas la capacité, donc, d'adopter le bon système éducatif, le bon cursus. Il y a aussi un manque de leadership et un manque de qualité. Donc, je n'accuse pas les enseignants pour cette situation. Nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la gestion des cathédrales. Et il faudrait apprendre davantage sur comment traiter, comment s'affronter à des traditions. Nous avons 6 000 nouveaux cas par an. Et donc, c'est une mesure de ce qui ne marche pas. Et c'est toujours la même tendance. Voilà la séquence sous-jacente. Donc, il faudrait vraiment rompre avec les traditions. Donc, est-ce que les directeurs d'école sont en train de faire cela? Est-ce qu'ils ont les capacités pour faire cela? Non. Donc, nous avons beaucoup de directeurs d'école qui se trouvent très seuls. Ils n'ont pas le temps de soutenir leurs enseignants. Donc, mais il faudrait vraiment aussi s'attaquer aux problèmes neuropsychiques. Donc, vous pouvez lire ça pour vous. Voilà les pièges en Suède et voilà quelques-uns des solutions. Tout d'abord, ceux qui échouent
Donc, il y avait 36 municipalités sur 40 qui ont échoué avec cette question de l'inclusion. Donc, il faudrait d'abord clarifier le concept de l'inclusion ou l'idée de l'inclusion. Deuxième solution, c'est donc il faudrait bien analyser la situation. Donc, si vous adoptez des changements, il faudrait bien connaître les changements. Donc, l'analyse de votre situation est très importante. Ensuite, j'ai choisi un autre exemple. Donc, on oublie donc de s'occuper des groupes spéciaux. Donc, dans certaines écoles, ils ont adopté des groupes spéciaux. Ils ont introduit donc des enseignants supplémentaires, mais ils n'ont pas diffusé les différentes tâches entre les enseignants. Donc, il y avait beaucoup de frustration entre ces enseignants supplémentaires qui ont été introduits. Donc, maintenant, je reviens à l'essentiel. Voilà donc la tendance sous-jacente et donc la vision des actions réactives. Vous voyez côté gauche, si vous êtes un enseignant dans une salle de classe, la situation est très difficile. Vous avez 30 élèves et si vous êtes tout seul, donc très facilement, vous devenez réactif. Donc, et le directeur de l'école, donc lorsqu'on est tout seul, on a tendance à exagérer la situation. Donc, c'est très difficile pour un directeur donc de gérer ces enseignants qui sont frustrés. Il faudrait réfléchir beaucoup plus. Donc, passons à l'autre coin donc pour voir ce qui marche dans les différents niveaux. Ça, c'est la mission de nos écoles pour demain. Donc, on ne peut pas simplement dire qu'il faudrait réagir, il faudrait savoir comment réagir. Donc, des choses les plus importantes, c'est qu'il faudrait utiliser, avoir beaucoup plus de formation pour les directeurs et pour les enseignants. S'il n'y a pas d'orientation, s'il n'y a pas de conseil, s'il n'y a pas de leadership dans une école, rien ne va se passer. En deuxième lieu, il faudrait vraiment réhabiliter la vie quotidienne. En Suède, nous avons eu des spécialistes depuis bien des années. Donc, nous comptons beaucoup trop sur les spécialistes, on ne fait pas confiance au foyer. Il faudrait aussi renforcer les différentes activités. En troisième lieu, comme ont montré des études, il faudrait utiliser des théories cognitives et culturelles. Donc, comment est-ce que nous pouvons changer cette situation collectivement? Donc, ça, c'est la mission pour l'avenir. Le quatrième est un petit peu flou, mais je peux dire que l'implémentation devrait être mise en œuvre avant la mise en œuvre. Donc, l'implémentation, ça veut dire que la façon actuelle donc de penser, de faire des choses ne marche plus. Il faudrait donc se focaliser plutôt sur l'implémentation avant la mise en œuvre. Voilà donc des conclusions d'une étude européenne et vous voyez une certaine tendance qui émerge ici. Donc, afin de changer la pensée, les actions, c'est très important que les enseignants, tous ceux qui sont impliqués dans cette situation connaissent vraiment les enfants qui sont en difficulté, des enfants handicapés ou des enfants qui ne sont pas handicapés. Donc, il y a 30% qui ne réussissent pas dans le système scolaire actuel. Donc, il ne faudrait pas accuser l'environnement ni les parents et il faudrait dire que tout le monde est responsable pour cette situation. Et troisième chose, c'était de
passer de les ressources qui existent, il faudrait bien les mettre en œuvre, bien les utiliser. Donc, voilà certaines choses que nous avons relevées comme exemple. En dernier lieu, il faudrait clarifier donc ce que veut vraiment dire l'éducation inclusive et s'éloigner du placement. Donc, j'ai utilisé ce graphique pour ce faire. Donc, il y a 5 dimensions qui sont critiques justement pour développer cela. Tout d'abord, comment est-ce que nous allons donc augmenter les rôles? Comment est-ce que nous allons comprendre les enfants? Ensuite, accessibilité. Comment est-ce que nous allons rendre les enseignants et les écoles accessibles? Ensuite, la participation. Comment est-ce que nous pouvons travailler en séquence, augmenter la participation des élèves? Mais pour faire en sorte que tout ça soit possible, parce que nous ne pouvons pas accuser les enseignants et la salle de classe, il faudrait avoir plus de soutien. Plus de soutien qui se focalise sur le système même et pas sur les élèves. Et en 5e lieu, il faudrait avoir donc un bon leadership qui soit capable d'organiser les personnes. Voilà le dernier transparent. Je l'ai utilisé pour une vingtaine de municipalités pour les aider à analyser et voir comment progresser. Ce sont des questions simples. Est-ce que vous pouvez accueillir tout le monde? Est-ce que vous pouvez donc répondre à aux besoins de tout le monde? Est-ce que vous avez la capacité de voir et entendre les élèves? Non. Alors, ça veut dire que vous ne pouvez pas les comprendre. Donc, et ça veut dire que nous avons beaucoup de soutien réactif. Donc, nous avons une situation où nous avons un système régulier, général, mais lorsque ça ne marche pas, on envoie l'enfant dans un groupe spécialisé. C'est une tendance qui augmente en Suède. Donc, il faudrait travailler avec ce système. Et ici, je vous montre ce que nous pouvons faire à cet égard. En conclusion, il faudrait passer donc d'une chaîne de commandement traditionnelle vers autre chose. Personne est en contrôle pour l'instant. Donc, il y a 4 chaînes qui sont interconnectées. Donc, la chaîne de direction va du haut vers le bas. Les politiques nationales vers autre chose. Mais ce qu'on appelle le learning chain, ça commence par l'élève. Il faudrait apprendre beaucoup plus de l'élève. Donc, quels sont leurs sentiments? Il faudrait aussi apprendre de l'enseignant, quelles sont les incertitudes pour les enseignants. Et pour ce faire, au niveau horizontal, il faudrait un système de soutien donc, qui est capable de soutenir à chaque niveau. Donc, on pourrait dire que les systèmes inclusifs essayent toujours d'augmenter la capacité de tous les acteurs pour voir, comprendre et adapter donc, à la personne le plus proche d'eux. Donc, personne ne peut gérer la situation à partir du haut. Et si chaque acteur fait cela, alors nous allons réussir à changer la donne. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être sympathique, il faudrait donc mettre en question toutes les différentes dimensions. Donc, quelques mots en grec. Donc, tout d'abord, il faudrait s'occuper du petit et un peu plus tard, il faut s'occuper des plus grands. Donc, il faudrait d'abord se focaliser sur nous-mêmes, sur nos propres responsabilités. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il ne faudrait pas accuser les autres, blâmer les autres. Merci.